Dans le bulletin officiel du championnat de France d'échecs 2018, joué à Nîmes, le maître FIDE, youtubeur et entraîneur Sylvain Ravo, qu'on salue, a qualifié la fin de partie suivante de finale de tour à la Capablanca. Quel honneur! Et vous, qu'en pensez-vous? Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audi. Matt, qui? Alors, je précise tout de suite, je ne suis pas un joueur fort du tout. L'idée de cette vidéo, c'est de voir comment, justement, en tant qu'amateur, j'ai essayé de m'inspirer des meilleurs joueurs du monde pour jouer mes propres parties et faire en sorte que ça soit un tantinet potable et sauver le demi-point ou même encaisser le point complet quand je le pouvais. Bon, maintenant je vais dire un petit mot rapide sur le contexte, une petite mise en perspective, ça n'a jamais tué personne. C'est donc mon premier championnat de France et au moment d'attaquer la première partie, donc celle que vous avez ici à l'étude, ça fait environ un peu plus d'un an que je n'ai pas joué de compétition d'échecs. J'arrive donc avec une grosse envie de jouer, mais un manque de pratique assez sérieux, d'autant qu'étant classé 1638 Elo à l'époque, j'ai fort à faire en face puisque mon adversaire, un des premiers Elo du tournoi, est classé 1779. Donc, à part l'envie de jouer et ce que j'ai pu glaner sur le net ou à droite à gauche dans les livres, eh bien je suis livré à moi-même et c'est ainsi que nous pouvons démarrer l'analyse et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. Enjoy! Nous sommes au 36e coup de la partie, c'est à mon adversaire de jouer, mon adversaire à les noirs, je conduis pour ma part les pièces blanches, et mon dernier coup c'est j'ai pris F4, donc j'ai récupéré son fou de case noire au coup précédent, et dans cette position, mon adversaire a joué Roi E6. Alors on va quand même dire un petit mot de cette position, on le voit, les noirs ont des pièces plus actives, ça sert à rien d'être subjectif ou de s'inventer une life, on voit que le roi noir et la tour noire sont beaucoup plus actifs que la tour blanche et le roi blanc, en même temps les blancs ont une structure de pion complètement éclatée à l'aile roi, donc il est évident que les noirs sont mieux. Alors vous le savez maintenant, l'activité aux échecs, qui plus est en finale de tour, est très importante. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos récentes qui traitent de ce sujet, je vous encourage à le faire. Mon adversaire a donc joué Roi E6. Alors Roi E6 est un bon coup qui permet d'activer le roi. Je précise que jouer tour prend F4 à la place ne gagnerait pas de pion en fait pour les noirs, puisqu'il y aurait maintenant tour C6 qui attaquerait le pion A6 et le récupérerait, ou mieux encore tour C7 échec. On va d'abord chercher à désactiver le roi qui va redescendre sur G8, après quoi on va jouer tour A7 et récupérer le pion dans tous les cas. Bien évidemment, après tour C7 échec, si le roi à la place vient sur E6, alors tour C6 échec et c'est une fourchette entre le roi et le pion. C'est pourquoi mon adversaire a joué Roi E6 qui est certainement le meilleur coup. Et pour ma part, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Eh bien, activer mes pièces le plus possible. Donc dans cette première phase de la finale, c'est en fait un combat pour l'activité qui va se jouer. Donc je joue ici Roi G2, tour C6, échec à la place avec l'idée de taper le pion et qu'il joue tour D6 et de répéter les coups était certainement très intéressant. Mais comme je vous ai dit, j'ai cherché à activer mes pièces le plus possible. Donc Roi G2 m'a paru tout à fait naturel. Maintenant il a joué A5 pour éviter justement tous les tours C6. Mais maintenant tour C5 attaque le pion B5 qui n'est plus protégé par A6. C'est pourquoi il a joué tour D5. Et évidemment dans cette position, eh bien j'ai joué tour C6, échec. J'aurais également pu reculer, mais en tout cas, il était impensable d'échanger les tours, puisque maintenant, tour prend D5 perdrait. Le roi noir va en effet courir à toutes jambes pour attraper les pions de l'aile dame, et malgré qu'il ramène également le roi le plus vite possible, les blancs ne peuvent pas rattraper le roi noir, et maintenant celui-ci va attaquer les pions de l'aile dame, et la meilleure activité des noirs, plus l'avantage matériel qui va en découler, va permettre aux noirs de gagner sans problème. En plus d'une éventuelle répétition de coups qui m'aurait permis de partager le point contre un joueur qui avait quand même une centaine de points Elo de plus que moi, rendez-vous compte, ce n'est pas rien. Ce que j'aimais bien avec tour C6 échec, c'est que justement j'active ma tour qui va peut-être pouvoir coulisser derrière le pion A5 et le prendre pour cible. Et en même temps, le roi ne peut pas avancer puisqu'il y a le pion F4 qui veille au grain. Ici, je pense que ce qu'avait de mieux à faire mon adversaire, c'est tour D6 et accepter la répétition de coups. Mais il a fait justement quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a fait une erreur psychologique. C'est qu'étant plus fort que moi, il a à tout prix cherché à gagner, quitte à prendre des risques.
Il a donc joué roi F7, ce faisant, je pense que vous serez d'accord, le roi noir se désactive de lui-même et se coupe de la 6e rangée. Et maintenant, tour A6, je viens attaquer le pion A5 comme prévu et je suis content, j'ai réussi à activer ma tour qui vient attaquer un pion, cependant que le roi noir se désactive. Ici, il a joué B4 pour protéger latéralement le pion. J'ai envie de dire, il n'a pas vraiment le choix. Et maintenant que j'ai réussi à activer la tour, c'est au tour du roi qui vient sur F3. Alors, il a joué G6, donc je vais passer un peu vite sur les prochains coups, puisque vous allez voir qu'on tricote. Pour ma part, je n'ai pas d'autre choix qu'attendre. Donc, j'ai joué roi E3, roi G7, roi E2, G5, il essaie de pousser les pions et pourquoi pas menacer la prise ici, même si roi F3 récupérerait assez facilement le pion. Roi E3, G4, il essaie d'attaquer mon pion et de créer un pion passé. Donc H prend G4, F prend G4, il obtient un pion passé dangereux, mais ce faisant, il ne protège plus la case E4 sur laquelle je me dépêche d'activer mon roi et attaquer sa tour. Donc sa tour vient sur B5, très mauvaise case puisque la tour est ici un peu à l'étroit. Et ma foi, sans avoir joué de coups extraordinaires, on voit que la situation a drastiquement changé puisque maintenant c'est moi qui possède des pièces actives, cependant que la tour noire, comme je l'ai dit, est un peu à l'étroit et que le roi noir s'est désactivé de lui-même. Bon ben moi j'ai un pion passé, qu'est-ce que je fais? Je l'active, je le pousse. Comme disait David Bronstein, grand joueur soviétique du siècle dernier, quand vous avez un pion passé, il faut l'avancer. Et en même temps, jouer F5 me permet d'accéder à la case F4 avec mon roi qui va pouvoir venir taper G4. Alors mon adversaire jusqu'ici n'avait pas joué de coup ma foi trop grave, mais tout va changer, tout va basculer avec son prochain coup qui par contre est une erreur tragique. Alors on comprend l'idée de H5, c'est de protéger le pion G4 et ma foi pour les noirs de lancer leur propre contre-jeu en activant leur propre pion passé. Mais le problème de H5 c'est quoi? Eh bien c'est que le pion ayant avancé, il ne protège plus la case G5 et donc de façon plus ou moins forcée, les blancs ont réussi à créer une deuxième faiblesse chez les noirs. Donc pour ce qui est de la deuxième faiblesse, si vous ne connaissez pas le concept, je vous encourage à visionner la dernière vidéo que j'ai faite sur Akiba Rubinstein si vous ne l'avez pas vue. Sinon, la deuxième faiblesse ici, c'est quoi? C'est la case G5, on l'a dit. Et donc la première, puisque s'il y en a une deuxième, il y en a bien une première, eh bien c'est le pion A5 attaqué par la tour. Seulement ce pion pour l'instant est bien défendu et on ne voit pas trop comment on pourrait l'attaquer. C'est pour ça qu'on va chercher à créer une deuxième faiblesse. Ici la case G5 sur laquelle on va pouvoir taper éventuellement H5 ou soutenir l'avance du pion en F6, le pion passé F qui peut faire la différence et vous le voyez en jouant sur les deux tableaux, le pion A5 et la case G5, les blancs vont essayer de manœuvrer, d'avancer et finalement de faire craquer les noirs. Ayant dit tout ça, les blancs, c'est-à-dire moi, ont continué par roi F4. Maintenant, tour C5 qui aurait dû être joué au coup précédent et surtout pas H5. L'idée de tour C5, c'est de venir taper sur ces deux, les pions F2 et A2 des blancs. Donc vous le voyez, l'activité à tout prix. Roi G5, on continue comme on a dit. Tour E5. Tour A7 échec, la tour blanche gagne toujours plus en activité et force par là même inversement le malheureux monarque noir à la passivité la plus totale et la plus absolue sur la dernière rangée. Alors ici, les blancs peuvent déjà gagner un pion en jouant roi prend H5 et après tour prend F5 échec, roi prend G4, tour prend F2 et tour prend A5, vous le voyez, les blancs ont gagné un pion. Mais après roi F8, j'ai à la place joué un coup dont je suis particulièrement fier et qui montre que je me suis vraiment inspiré du jeu du génial cubain pour jouer moi-même cette finale. J'ai à la place joué roi F6, délaissant le pion H5 et attaquant la tour E5. Je gagne un temps activité des pièces avant tout et après le coup tour E8, je pense que vous serez d'accord pour dire que l'activité des pièces blanches est maximale, cependant que la passivité des pièces noires fait peine à voir. Bon, maintenant qu'on a gagné la bataille positionnelle, il s'agit de savoir quoi faire. Bon, ben déjà, c'est un pion en A5, non? Vous le voyez, l'activité des pièces, ça sert notamment à gagner du matos. Maintenant, les noirs ont joué H4, donc ils continuent leur contre-jeu en espérant roi G5, mais évidemment, tour A7. On continue de presser la position. Cette chaîne ne s'appelle pas Seven Strike pour rien. H3, tour H7, menace échec et mat en H8 et empêche le pion H d'avancer. Évidemment, après tour A7, si les noirs jouent roi G8 à la place de H3, alors ça gagne facilement pour les blancs qui ont une fourchette de la tour en G7, donc tour G7 échec. Attaque le roi et le pion G4 et après par exemple roi F8, tour prend G4, capture un second pion, probablement un troisième et ça c'est archi gagnant pour les blancs.
Après H3, j'ai donc continué par tour H7, roi G8, et dans cette position, la même variante marché, tour G7, échec, récupère le pion G4 et gagne en force. Et à la place, j'ai joué un mauvais coup, je me suis pris les pieds dans le tapis, et j'ai joué tour H4, dont je ne suis particulièrement pas fier. Ici, les noirs saisissent l'opportunité de revenir dans la partie en jouant le bon coup, à savoir tour E4, qui vient protéger G4 et garder un œil sur B4, ça ne mange pas de pain. Tour H5, évidemment, je patauge. Et tour E2, alors ce coup qui a l'air bon en s'activant et en attaquant les deux pions blancs est en fait une faute puisqu'il se heurte à une suite tactique concrète. Cette suite tactique que j'ai trouvée dans la partie, c'est en fait tour G5 échec, donc l'idée de tout à l'heure mais avec beaucoup de retard. Maintenant, roi F8, tour prend G4, tour prend F2 et tour prend B4, je gagne un deuxième pion et l'idée c'est que les noirs n'ont pas le temps de capturer le pion A2 puisqu'il y aurait maintenant tour B8, échec et mat. Retenez bien ce schéma en finale de tour puisque vous le voyez, les noirs dans cette partie doivent constamment surveiller la sécurité de leur roi. Après tour prend G4, si on joue H2 au lieu de tour prend F2 comme on a vu dans la partie, alors il y a tour H4, fourchette puisqu'on attaque à la fois le pion H2 et comme menace de mat cette fois de l'autre côté sur H8. C'est pourquoi après tour prend B4, les noirs ne peuvent pas prendre A2 et ont joué roi E8, mais maintenant j'obtiens un deuxième pion supplémentaire, qui plus est deux pions passés liés à l'aile dame qui vont faire la différence, et j'ai continué par A4, les pions passés doivent être avancés, et en même temps on enlève le pion A de l'attaque de la tour. Ça a continué par tour B2, tour B7, la fameuse septième, on ne change pas d'équipe qui gagne, H2 il menace de pousser le pion au prochain coup, mais maintenant tour H7, et je vais facilement convertir l'avantage après tour prend B3, tour prend H2, puisque je me retrouve avec deux pions de plus, j'insiste passer, plus un roi beaucoup plus actif que son homologue noir, les noirs sont complètement perdants. Alors ils ont continué par tour B6 échec. Je précise que la meilleure tentative était donnée par tour A3, puisqu'on le sait, en finale de tour, les tours doivent être placés derrière les pions passés, que ce soit pour soutenir nos propres pions passés ou pour mettre la pression sur les pions passés adverses. Sur quoi j'aurais continué par tour H8 échec, roi D7 et tour A8, et croyez-moi, c'est toujours moins pire que ce qui s'est produit dans la partie. Dans la partie après tour prend H2, c'est le moins bon tour B6 échec qui a été préféré par les noirs. Maintenant roi E5, tour A6 et tour A2 soutient le pion passé en plaçant la tour, comme on l'a dit, derrière le pion passé. Donc on peut dire que c'est les noirs qui ont un peu tout fait à l'envers, puisque maintenant la tour noire va se retrouver limitée dans son déplacement, dans ses activités, et devra constamment surveiller le pion A passé. Et nous ne sommes plus qu'à quelques coups de la fin. Après tour A5 échec, roi F6, j'avoue que j'étais sûr de gagner, tour A6 échec, roi G7, tour A7 échec, roi G6, tour A6 échec, une série d'échecs désespérés, mais maintenant F6 qui permet de bloquer l'échec et avancer un peu plus le pion passé à deux cases maintenant seulement du bonheur. Roi D7, roi G7, j'avoue que convertir cette position ne m'a pas paru particulièrement compliqué. Il a joué ici roi E6, je précise évidemment que sur roi E8, il suit F7 échec et le pion file à dame. Mais après roi E6, c'est la même punition qui attend les noirs, puisqu'après F7, les noirs ont déposé les armes, ils ont abandonné. Une dame blanche va forcément faire son apparition au prochain coup, et un coup comme tour A7 qui semble clouer le pion F7 et en fait le gagner, puisque la tour et le roi attaquent conjointement le pion défendu une seule fois. Il suivrait roi G8, tour prend F7 et tour E2 échec qui dévie le roi noir de sa tour, et après roi F6, tour F2 échec, roi E6 et tour prend F7, je pense que ça se passe de commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette partie? D'abord, l'activité en finale de tour est importantissime. J'insiste, mais vous avez pu le voir par vous-même dans les 3 vidéos qui ont été consacrées à ce sujet. Ensuite, appliquez-vous à chercher une faiblesse dans le camp adverse, mais aussi à en créer une deuxième. Un roi coupé à la bande, comme on l'a vu ici, c'est juste mortel. Et enfin, les tours doivent être placés derrière les pions passés, les nôtres comme ceux de l'adversaire. Alors, avant de clore cette vidéo, je l'espère assez riche d'enseignements, je voudrais préciser par honnêteté intellectuelle que cette partie, jouée à partir d'une ouverture espagnole, a très bien commencé pour moi dans l'ouverture, mais que j'ai complètement craqué à milieu de jeu et que ça a même failli très mal se terminer pour moi. Du coup, je vous la mettrai en fin de vidéo en accéléré pour vous donner une idée du carnage, et je vous mettrai également le lien de la partie en description. Alors du coup, finale de tour à la Capablanca ou pas?
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et bien entendu, vous avez le droit de me dire non. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, comme d'habitude, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Échiquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt vers d'autres cieux échiquéens. Ciao!